ils vont me poser la question souvent, pourquoi le tracé de Russe est plus long que le tracé de Sète dans la spirale? Oui, tout simplement parce que je préfère, parce que je n'ai pas mis pour noter mes questions. Oui, c'est plus long parce que c'est mathématique, vous avez vu que ce n'est pas nous qui commandons la spirale. C'est plus long parce que quand vous mettez votre trait, votre règle, vous voyez que c'est long. Et quand vous mettez votre règle de l'autre côté, vous voyez que c'est plus court. Il y a de fortes chances que dans les premiers temps de l'univers, l'antimatière et la matière qui sont entrées en lutte, c'est le résultat là, le fait qu'Horus soit plus long qui a fait que nous naissions. Voilà, globalement, je veux dire que c'est mathématique, c'est pour ça que c'est plus long. C'est pour que Horus batte 7. C'est la nature qui s'est organisée. Merci bien. Alors, vous savez que la spirale est par essence déséquilibrée. Hein? Vous la voyez, elle se déroule. Donc c'est une dynamique instable. Ce que vous dites, ça explique précisément pourquoi est-ce que tout ne peut être que spiralé. Parce que pour que le déséquilibre se produise, il faut que la spirale se mette en route, sinon c'est équilibré. Merci. Tout d'abord, je tiens à féliciter Bob Basson, n'est-ce pas, pour ce brillant exposé. J'avoue qu'il a vraiment abordé des thèmes, notamment un thème auquel je n'avais pas pensé, notamment ce thème de la spirale que brusquement je découvre et qui réellement m'intéresse énormément. Bon, déjà, effectivement, c'est vrai que ce lien qui est entre l'Égypte ancienne et les mathématiques, faut réellement le cerner parce que nous constatons déjà, ça c'est la première partie de l'intervention, que les Africains évoluent suivant les maths. C'est-à-dire que les nombres pairs, c'est souvent les hommes, les nombres pairs, c'est les femmes, les grades initiatiques se font en nombre impair, c'est souvent le 1, le 3, le 5, le 7 et le 9. Vous ne pouvez pas donner des colas en nombre pair à un nombre, vous donnez des colas en nombre impair, soit c'est une cola, ou alors 3 colas, ou alors 5 colas, ou 9 colas, n'est-ce pas? Et même quand on fait les partages, évidemment, le nombre impair de 3, n'est-ce pas, revient également. Donc, les danses même, n'est-ce pas, se font souvent en cercle. Vous allez constater que, n'est-ce pas, bon, les femmes dansent en cercle, les hommes dansent en cercle, les cases même se construisent à partir des cercles. Au milieu d'ailleurs du cercle, n'est-ce pas, il y a le feu, n'est-ce pas, comme par hasard. Donc, ce problème de tournoiement, ce problème, n'est-ce pas, dans le cercle qui apparaît déjà, effectivement, nous permet déjà de voir comment est-ce que les maths ont régi la vie sociale chez nous. Hein? Ça, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que l'étude des statuts sacrés est très importante pour nous parce que les proportions des statuts, pour déterminer si le statut est sacré ou pas, je pense qu'il faut que les proportions, n'est-ce pas, soient conformes soit au nombre d'or, soit au nombre d'espaces assez connus. Bon, ça c'est un thème de recherche que nous devons aborder. Ça, c'est la première partie de mon intervention. La deuxième partie, c'est le fait que, encore concernant les mathématiques, le triangle était quasiment, n'est-ce pas, le symbole même, n'est-ce pas, de l'univers la vie. Vous allez voir comme que Osiris et Horus, c'est un triangle. Osiris c'est le nombre 3, ici c'est le nombre 4, n'est-ce pas, 2 fois 2, nombre pair, et Horus bien sûr le nombre 5. Et vous avez le triangle rectangle. Et vous avez bien sûr l'équation mathématique, 3 au carré plus 4 au carré égale à 5 au carré, n'est-ce pas? Et là vous voyez comment est-ce que les nombres qui paraissent linéaires se déploient effectivement dans le plan. Et ça j'ai effectivement mis ça dans l'intervention de nos façons, à savoir voir comment est-ce qu'on peut passer des nombres qui sont apparemment linéaires, l'ensemble des entités naturelles est bien sûr linéaire, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1 milliard. Mais ici, on voit comment les nombres finissent par déterminer effectivement les plans. D'ailleurs, même, vous allez voir qu'au niveau des plans, effectivement, un carré de côté 4 a ce caractère par le fait que sa surface est égale à son périmètre. Ça, c'est, n'est-ce pas, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Bon, alors 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait encore 16. On a, ça, c'est le nombre 16. On a le nombre 18 aussi, à savoir la longueur 6, n'est-ce pas, la largeur 3, n'est-ce pas? Et bien là encore, la surface, n'est-ce pas, est égale également au périmètre. Et ça, c'est curieusement, n'est-ce pas, Plutarque qui fait remarquer cela lorsqu'il parlait du nombre pythagoricien. Bien, ça, c'est la deuxième partie de l'intervention. La troisième partie, évidemment, concernait donc Ra. Effectivement, c'est assez drôle de voir que quand vous regardez le yogique de Ra, c'est quoi? C'est la bouche, c'est-à-dire le verbe, et le bras, c'est-à-dire l'action, la création. Donc, le mot verbe créateur n'a pas été inventé. Le yogique de Ra, n'est-ce pas, souvent révélateur sur ce sens-là. Et c'est Ra qui est à l'origine vraiment de tout. Si on prend le texte de Shabaka, excusez-moi si je suis un peu long, mais enfin la passion, quand on prend la description de Shabaka, tout parle de Ta qui se subdivise en deux, Tanum et Tanonet. C'est-à-dire que vous voyez comment est-ce que
une unité se dédouble. Et ce Tanounet engendre Atoum. C'est-à-dire que le binaire, c'est un ternaire, n'est-ce pas, qui est donc Atoum, lequel Atoum donc, n'est-ce pas, va chuter en Ra, hein, et Ra donc va amorcer la création. C'est un test qui est extraordinaire parce qu'en fait, il nous montre quoi? Il nous montre que, au-delà bien sûr de l'aspect Ta et Tanounet, qui nous est inaccessible, à partir de Ra donc, du verbe créateur, n'est-ce pas, après Atoum donc, eh bien, tout est vibration. En fait, tout est vibration. L'origine même de l'univers, c'est essentiellement une vibration. Alors évidemment, cette vibration-là donc va s'opérer comment? On a Chou, qui bien sûr, on dit que c'est Dieu de l'air, et Thévos c'est la déesse de l'eau. Mais en réalité, quand vous regardez bien, Chou en fait, si vous voulez, c'est celui qui débrouille le chaos. C'est-à-dire que c'est lui qui en fait sépare les éléments. C'est lui qui sépare cela. Et Thévnos, n'est-ce pas? Donc Chou en fait, quand vous regardez bien, c'est comment on peut dire, l'expansion, la diffusion, la séparation. Pourquoi on dit souvent c'est la haine, entre guillemets, mais pas la haine au sens sociologique, non. C'est-à-dire que ce qui sépare, ce qui désunit, n'est-ce pas, c'est bon, la diffusion et tout ça. Alors que Thévnos, elle, c'est plutôt, on dit que c'est la de l'eau, mais c'est plutôt l'attraction, l'union, l'amour, comme je dirais si bien. Alors ce qui fait que, quand on regarde l'univers, ce sont ces deux principes qui se parlent de tout. Soit les choses se séparent, c'est cela, soit les choses, n'est-ce pas, se rapprochent, n'est-ce pas, s'attirent, et on retrouve ce même principe dans tous les aspects de l'univers jusqu'à l'énergie nucléaire. C'est-à-dire que c'est pour dire que l'univers semble reposer dans, je pense, sous le contrôle de Jean-Paul, parce que c'est lui qui est le spécialiste, n'est-ce pas, de la physique ici, mais je pense que vraiment son contrôle, il va le confirmer, ou alors me dire s'il y a des éléments qui m'échappent. Et quand on prend ces deux principes-là au niveau de la matière, n'est-ce pas, eh bien les deux principes vont vous donner Keb, des Égyptiens, et Nout. Alors, quelle bien sûr dit c'est le Dieu de la terre, mais en fait c'est quoi? Ce sont des corps créés. C'est-à-dire que lorsque les particules s'attirent, ça crée bien des objets, des corps, et entre les deux vous avez nous, à savoir, on dit que c'est le ciel, mais c'est l'espace qui sépare les corps. Et c'est là que nous avons des éléments. L'eau par petite chose, le feu c'est l'autre, il faut bien qu'il y ait une séparation, je vois nous là-dedans. Bon, et ce même principe, n'est-ce pas, se trouve jusqu'au niveau de l'atome. Et j'ai comme l'impression que quand on commence à disséquer l'atome, on va utiliser le principe de séparation, n'est-ce pas, de Chou et de Thévnos, n'est-ce pas? On sépare les éléments, mais à la fin, on va tomber sur la vibration de Ra originaire. C'est-à-dire qu'on a du mal à cerner effectivement les choses, et là nous sommes carrément en physique quantique pure. Et bien sûr, après ça, donc, n'est-ce pas? Ça, c'est. Nous avons Ra, Chou, Thévnos, Kebenos. Après ces cinq là, bien entendu, nous avons donc, n'est-ce pas, ce qui s'écrit en dessous, à savoir Osiris, Isis, Horus, 7, et puis 9, 10. Bon, mais il faut également savoir que, entre-temps, Apopio aussi s'est créé, n'est-ce pas, qui vont ramener les choses vers le chaos. Donc, en fait, on voit que tout est dans un équilibre vraiment très, très instable. C'est-à-dire que, bien sûr, la matière est là, état chaotique au départ, organisation de la matière par cette vibration du départ, mais les forces du chaos sont quand même toujours là, n'est-ce pas? Et effectivement, comment donc maintenir l'équilibre? Et là, bon, on a bien sûr la gravitation, on a les forces d'expansion, on a tas de choses, mais comment maintenir cet équilibre-là? L'univers, évidemment, nous sommes autres, je sais pas, et c'est là où j'adore vraiment l'intervention de Bobasson, c'est que la spirale devient donc, n'est-ce pas, le lieu d'équilibre. Soit dit en passant, Thévnos, c'est également qui est appelé Math. C'est-à-dire qu'elle est fille de Ra, effectivement. Donc, dès les origines, n'est-ce pas, l'équilibre est mis en place, n'est-ce pas, pour que l'univers puisse se déployer. Puis on se rend effectivement compte que c'est vrai, c'est les cercles, c'est les spirales. Même quand les gens vont dans l'espace, ils ne pensent pas qu'ils vont en ligne droite, ils pensent que c'est une spirale qui est prise, n'est-ce pas, pour qu'on puisse arriver sur la Lune, etc. Bon, je m'arrêterai d'abord là. Y a-t-il une autre réaction dans la salle? Une contribution? Une question? Là, tout à l'heure, vous avez parlé vous avez parlé d'un point de vue de la géométrie. Ma question, c'est sur le plan, j'allais dire le plan de l'organisation sociale. Je vais un peu déborder, mais comment ça se concrétise dans l'organisation politique, par exemple, l'application de ce principe-là? Si effectivement les Africains vivaient ce principe-là, comment est-ce que ça se déployait en économie, par exemple, 2-3 exemples, en politique, n'est-ce pas? Et je vais dire sur peut-être une force, ce soit moi, sur l'expérience militaire, comment est-ce que les gens appliquaient ce principe-là, puisque c'était le principe à partir duquel il fallait se déployer. Oui, surtout d'un point de vue économique. Je viens de terminer un texte sur la théorie économique africaine, et c'est le fond de l'affaire. Pourquoi est-ce que les anciens Égyptiens n'avaient pas le sentiment qu'être riche
c'était un idéal sans fin. Pourquoi est-ce que les anciens égyptiens avaient même pensé qu'il faut donner l'or aux dieux? Vous voyez, ils brisaient les langues des gens qui avaient des boulimies de richesse. Ils ont dit non, l'or là, personne ne touche à ça, c'est pour les dieux. C'était fait exprès. Parce que depuis très longtemps, les gens mesurent ce que c'est que être riche, la violence que cela apporte, le chaos que cela apporte. C'est la raison pour laquelle la coopération a été de rigueur. C'est-à-dire, on dit, si vous voulez une maison, nous tous on va construire la maison, pas que chacun construise sa maison. Si vous voulez aller au champ, tout le monde dit, bon, nous tous on ira au champ. Parce que l'enjeu était quoi? D'empêcher les détachements personnels, d'empêcher l'individu de prendre sur lui l'ego. Alors, on donnait tout au roi. C'est ça qui explique la polygamie. Parce que lorsque les femmes deviennent très nombreuses dans un espace, on dit aux femmes qui sont libres, qui veulent amener la prostitution, non, 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 vous n'allez pas apporter ça, vous allez déstabiliser les foyers et tout ça, les enfants, non. Vous allez habiter chez le roi. Mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas les femmes du roi. Hein. On sait très bien que ce sont les femmes libres, mais on en fait les femmes du roi pour canaliser les intentions sociales que cela peut procurer en vue de briser l'ordre social. Donc, de ce point de vue, on remettait toutes les richesses au roi. Mais en même temps, le roi était tenu de redistribuer. Et il ne redistribue pas le but. C'est-à-dire, vous comprenez, le modèle africain était tel que la richesse circule, mais personne n'a tout. Et quand vous commencez à en avoir beaucoup, les gens disent, ah, elle a vendu ses frères. Parce qu'il y avait même des techniques pour vous mettre en mauvais état. On dit que la maison là qu'il est en train de construire, vous ne savez pas qui vend les gens. Parce qu'il s'agit de vous mettre dans un tourment mental pour vous dire, mais regardez ce que vous faites, vous avancez seul, vous prenez tous les autres n'ont rien. Donc, le modèle de la coopération a permis dans un premier temps d'empêcher les usurpateurs et les voleurs d'avancer. Parce que le contrôle était tel que vous faites mal, on vous chasse du village. C'est pour ça qu'on n'avait pas de prison. Pourquoi les Africains suivent des empires comme l'empire du Ghana et du Mali? Et Louise-Marie Diop Maes nous le dit dans son livre sur la démographie en Afrique noire. Elle dit que l'Afrique à cette époque avait près de 800 millions d'habitants. Donc à peu près l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui, à 200 millions d'habitants près. Et il n'y avait pas de prison. Alors comment explique-t-on cela? Ça veut simplement dire que la logique fractale, qui voulait que chaque village est responsable de lui-même, chaque clan est responsable de lui-même, plus vous avancez dans la pyramide, plus les voleurs sont bloqués. Donc vous êtes contrôlé dès la base. L'arbre à palabre ne te permet pas de te tromper. Dès que tu veux voler comme ça, le village s'assoit et dit c'est lui, c'est lui. Voilà. Et puis ça s'arrête. Donc, l'Afrique a eu les moyens de bloquer le chaos dès la base. Restons Mahat en toute chose inanimée soit-elle. Parce que Shabaka avait le sentiment que si nous commençons dès la base, le sommet se porte bien. Donc la démocratie par essence est africaine. Aucun modèle n'est plus pertinent que le modèle africain. C'est parce que nos hommes, nos agrégés ne comprennent rien. Vous comprenez? C'est-à-dire, en droit, tu ne fais que copier l'autre. En économie, tu copies l'autre. En sciences politiques, tu copies l'autre. Le fond est que, parce que tu ne sais rien. Quand je dis tu ne sais rien, tu sais dans ce que le blanc sait. Mais tu ne sais pas dans pour toi. C'est pour ça que tu te fourvoies. Il est très important que nous sachions, vous avez vu la loi, dans tous les domaines de la connaissance, les Africains s'occupent de leur connaissance, ils seront les meilleurs. C'est la raison pour laquelle même en droit, vous couchez la femme d'autrui, on ne se plaint pas de mesure. Le village après on dit apporter la chèvre ici. Qui a vu les deux là, bon, on dit bon c'est toi qui as triché, bon appelle la femme là, embrassez-vous. Toi tu as été coquifié, embrassez-vous. On tue la chèvre, là, l'affaire est finie sur place. Tu voles, on tue la chèvre et tu as dit que la famille, là, ça fait finir sur place. Parce que le modèle africain, c'est un modèle d'état de satisfaction. La société, parce qu'elle rêve d'être toujours en satisfaction, c'est dans la spirale. Il faut absolument arriver à faire en sorte que les gens ne se séparent pas de mauvais termes. C'est pareil pour l'échange économique. L'autre apporte son plantain, l'autre apporte son macabo. Et puis, chemin faisant, l'autre dit non, ajoute encore un macabo, tu exagères, tu veux me prendre quelque chose là.
Il dit non, comment moi tu vois pas que je suis bon plan alors? Alors, cette démarche de négociation instaure le sentiment. Et le sentiment fait partie de l'échange. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la loi du sentiment que vous pensez que c'est deux objets qu'on échange. Non. On échange deux objets, mais en même temps la parole, le sentiment. Tu lui dis non, je vais te payer dans 2 semaines, il dit bon, d'accord, prends alors. Donc, c'est pour dire que quand vous allez à Score, on met le produit là, on dit 500 francs. Vous ne pouvez même pas discuter avec le gouvernement qui a posé ça 500 francs. On vous dit, vous n'achetez pas, vous laissez. Bon, l'Afrique ne fonctionnait pas comme ça. On ne pouvait pas venir mettre un truc 500 francs sans que l'État égyptien dit qui a dit de mettre 500 francs. Parce qu'aujourd'hui, le modèle oligopoliste s'organise avec l'État africain et les États pour mettre les prix qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. L'Afrique ne pouvait pas fonctionner comme ça, bon sang. Donc vous comprenez, c'est pour dire, pour terminer par là, j'ai dit ça rapidement, hein, mais c'est pour vous montrer que l'échange économique, la théorie économique, la théorie du droit, la théorie suit toujours le modèle de Mahat. C'est-à-dire que tant que la société n'a pas le sentiment que tout le monde s'épanouit, on ne fait pas. Voilà globalement ce qu'il faut retenir. Ok. Vous présentez. My name is Mr. Steven. I would like to make a briefing about what our chief said now. Okay, the miraculous intervention and something I would like to specify. Our ancestor being the first to discover the universe. That is my understanding. And something so miraculous that happened. I want to talk about modern times, modern day now, nowadays, something like that. Okay, when our ancestor being the first to discover the universe, and Westerners nowadays materialize that ideology, that vision that our ancestor found out. Okay, that is my understanding. Now, my question is, what exactly happened? Because being the first to discover the miraculous secret and being the last to materialize it, that's my question. Mais écoutez, il est très difficile d'avoir une idée précise et circoncise sur les moments où les choses ont été découvertes. Moi, je pense que l'Égypte n'a pas 4000 ans d'âge. Parce que pour arriver au niveau mathématique de ces messieurs, ou 3000 ans avant, ils savent ce que c'est que la loi, il faut qu'il y ait une sédimentation mathématique de moins 5000 ans. J'ai peur d'avouer que je ne suis pas d'accord avec l'origine des hiéroglyphes de 4000 ans. Ça me heurte beaucoup. Parce que pour que ces gars aient découvert ça, ils ne pouvaient pas en 1000 ans arriver à des résultats aussi pointus. Pour que l'on nous dise que les hiéroglyphes ont commencé il y a 4200 ans, quelque chose comme ça. Parce que vous savez très bien qu'on prétend que les hiéroglyphes ont commencé vers cette période-là. Pour sédimenter la science que nous avons vue, il faut avoir au moins 10 000 ans de cumul. Parce que la science, c'est un cumul. Vous ne pouvez pas être dispersé et arriver à des formulations comme celle-là si ça n'a pas été l'autre de discussion. Et vous voyez très bien que si tout le monde a admis le mythe d'Osiris et toutes les autres choses, ça veut dire que c'était des choses discutées en académie, discutées par des savants. Ce n'est pas des choses où quelqu'un se levait et disait. Il a fallu des écoles très spécialisées, des gens rancés qui travaillent 20 ans, comme nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un finit l'université et ne fait que travailler dessus. Donc, en conclusion, il est très très difficile de savoir à peu près quand est-ce que cette science-là a commencé. Mais je programme même que l'Atlantide avait déjà des résultats similaires. L'Atlantide qui a disparu là. Je crois qu'ils avaient déjà des résultats, à moins que ce soit les Sumériens.
Parce qu'on ne sait pas encore grand-chose sur Sumer. On ne peut pas dire que les choses sont comme... Moi, j'imagine même que il n'est pas impossible que la science se soit passée comme on a vu en Asie, ou plus que moi, on a vu l'Asie avoir des spirales sans qu'on sache d'où ça vient. Je crois que il y a eu des migrants en Égypte qui étaient déjà des savants. Si on tient compte du fait que l'écriture a commencé à cette date-là. Donc, il n'est pas impossible que des gens soient venus de Sumer ou d'ailleurs, ayant déjà, je parle des Sumériens noirs, hein, pas des Sumériens blancs, ayant déjà cette science-là, et ils sont simplement venus en Égypte faire les pyramides. Parce qu'il est difficile de faire croire que les pyramides que vous voyez là soient faites au hasard. C'est fait par des architectes qui étaient chevronnés depuis très longtemps et dont la science était cumulée depuis. On ne peut pas faire... vous voyez, nous-mêmes là, pour construire même une petite case, on ne peut pas. À plus forte raison, construire ce type de pyramide si vous n'avez pas fait 5000 ans d'histoire d'architecture et de mécanique des sols. Non, 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 c'est pas possible. C'est au moins 10 000 ans, hein, moi je pense. Et je peux me tromper. Alors, c'est un peu des réactions.